Bonjour à chacun d'entre vous. Je vais quand même mordre sur les 15 minutes pour dire que la perspective qui est donnée par cette journée, contrôle et surveillance, fait un peu obstacle à la mesure de ce qu'est aujourd'hui la surveillance dans notre pays. Puisque, à force d'étudier les rapports, on n'étudie plus un des deux termes. Et c'est ce terme-là, évidemment, qui est en soi un peu préoccupant. Voilà, je ferme cette parenthèse. Et pour dire que, à la question de savoir, au fond, quel est le meilleur contrôle institutionnel, je vais répondre en deux temps. Je vais répondre d'abord par un détour qui consiste à se demander qu'est-ce que doit contrôler le contrôle en matière de surveillance. Alors, il y a des choses très judicieuses qui ont déjà été dites, mais je voudrais essayer d'en faire la synthèse. Et puis après, je vais me servir de cette première partie pour dire quel est, à mes yeux, le meilleur contrôle. Alors, ce qu'il s'agit de contrôler, il y a d'abord quelque chose qu'il ne s'agit pas de contrôler. Ça a été un petit peu aperçu ce matin, je voudrais le redire. Tout ce qui concerne la police judiciaire, la prévention et la répression des infractions n'est pas concerné par ce qui nous occupe ce matin. La police judiciaire est contrôlée strictement par le juge judiciaire, ce qui pose d'ailleurs deux questions, mais qu'on ne va pas aborder ici. La première, c'est est-ce que le juge judiciaire fait bien son travail de contrôle ? Je vous laisse répondre à cette question. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. La deuxième question, c'est, elle est fondamentale en matière de surveillance et de renseignement. C'est à partir de quel moment est-ce qu'on judiciarise une affaire ? À partir de quel moment un service de renseignement confie-t-il au juge judiciaire le soin de poursuivre ce que lui, service de renseignement, a entrepris. Et cette question-là est absolument décisive dans la pratique de ces services. Je peux vous le dire, il y a des services qui judiciarisent, entre guillemets, très vite, la direction centrale de la police judiciaire. Il y en a d'autres qui traînent un petit peu plus. Donc ça, c'est mon premier point. Ce que n'est pas non plus le contrôle, c'est un contrôle classique par le juge administratif de la police administrative, qui nous occupe bien ici. Le renseignement, c'est de la police administrative. Ça n'est pas le juge classique pour deux raisons très simples. La première, comme il a été abondamment dit ce matin, et notamment par M. Hervieux, c'est que la personne ne sait pas quel est l'objet, ou n'est pas censée savoir quel est l'objet d'une mesure de surveillance. C'est si vrai qu'à la CNCIS, lorsque nous avions des plaintes, les 2/3 au moins provenaient de gens qui n'étaient jamais surveillés, à qui il ne serait venu à l'idée de personne de les surveiller. Les gens qui pensaient que, etc. Et deuxièmement, il y a des questions d'accès au secret, on va en reparler, pour le juge de droit commun. Donc, il faut faire autrement. Alors, troisième élément, qu'est-ce qu'on doit très précisément contrôler ? Je crois qu'il y a plusieurs éléments à dire à cet égard. Il faut contrôler, évidemment, la déclaration de la personne qui entend prendre une mesure de surveillance, mais il faut aussi voir derrière quelle est son action effective, ce qu'elle fait de l'autorisation qui lui est donnée. Autrement dit, je crois qu'il faut à la fois des contrôles a priori et des contrôles a posteriori. Ça a été rappelé ce matin. Mais je veux ajouter que ce qui rend difficile la chose aujourd'hui, c'est l'incroyable développement des moyens techniques. Quand, dans le passé lointain, parce que maintenant, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne, vous branchiez un fil sur une ligne téléphonique, on savait très bien quelle était la bonne ligne et quelle était la mauvaise ligne. Et d'ailleurs, si c'était la mauvaise ligne, le service de renseignement, ça ne les intéressait pas. Mais aujourd'hui, dans l'immatérialité totale qui nous gouverne, savoir séparer ce qui doit être l'objet d'une surveillance de ce qui ne doit pas l'être est quelquefois extrêmement délicat. J'ajoute aussi, parce que ça n'a pas été dit ce matin, que nous nous intéressons tous légitimement aujourd'hui à la surveillance par l'État, par la collectivité nationale. Il faut évidemment, un jour, il faudra s'intéresser à la surveillance par les sociétés privées. Ça a été dit à propos du professeur de Lyon 3 tout à l'heure, mais demain, le développement technique fait que mon voisin pourra
s'intéresser de près, par des moyens techniques développés, à ce que je fais. Il suffit aujourd'hui d'acheter des choses, illégalement certes, l'ANSSI est là pour autoriser les appareils, mais illégalement des appareils qui se vendent à l'étranger pour faire un tas de choses. Le drone est un exemple qui n'est pas d'ailleurs réglé par la loi renseignement, exemplaire, une illustration parfaite à cet égard. La dernière chose que je voulais dire, c'est donc que la loi doit elle-même enfermer les services dans des limites précises. Je pense que c'est un des sens du pourvoi qui a été évoqué devant la CEDH, mais la question des limites dans lesquelles la loi enferme ou non les services est absolument décisive. J'observe que la loi de 2015 a élargi très sensiblement les finalités pour lesquelles on pouvait avoir recours aux mesures de surveillance. Je ne reviens pas sur ce détail parce que je ne veux pas alourdir mon propos. Alors, pour maintenant, sur le fait de savoir quel est le meilleur contrôle. Je crois qu'il faut que ce contrôle réponde à un certain nombre de conditions. La première a été évoquée tout à l'heure, c'est celle de l'indépendance du contrôle vis-à-vis, évidemment, des services et surtout du pouvoir exécutif, ce qui postule que cette indépendance se traduit en distance, en objectivité, en impartialité, qui doit être constamment mis en œuvre. Le deuxième critère, à mes yeux, c'est celle de la compétence. Pendant trop longtemps, les organismes de contrôle ont été d'ordre purement juridique, et je viens de le dire, le développement des techniques rend aujourd'hui impératif l'existence de moyens techniques qualifiés au sein du contrôle. Je n'ai pas besoin d'insister devant vous sur ce point. Le troisième, à mes yeux, nécessaire, même si ça peut être mal compris, c'est le respect de règles déontologiques très strictes aux personnes qui font partie de ce contrôle, et notamment des règles très strictes concernant le secret à observer en ces matières-là, qui est, je crois, indissociable de la nature de ces mesures. C'est évidemment ce qui fait problème, mais en même temps, c'est une exigence très, très stricte. Une dernière peut-être exigence aussi, c'est la nécessité de la transparence, autant que faire se peut, qui n'est pas tout à fait antagonique du secret dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'il faut que le secret sur des affaires particulières soit strictement observé, mais il faut que la nature du contrôle, ses moyens, soit parfaitement perçu par l'opinion publique, dont après tout cet organisme doit être le représentant. Alors face à ces exigences, il y a eu dans les pays démocratiques en tout cas différentes sortes de contrôles. On a développé d'abord des contrôles par le pouvoir exécutif lui-même. Alors il y a des contrôles de deux natures. Pour me limiter au cas français, il y a les inspections classiques. Les inspections générales des ministères, depuis 2014, existent dans ce pays une inspection générale du renseignement qui a été dotée en 2016 d'un secrétaire général, dont on peut penser que son activité va par conséquent se développer, même si pendant les 2 années de sa création, cette activité n'a pas été très, très importante. Mais on peut espérer qu'elle va se développer. Et puis il y a un contrôle direct du pouvoir exécutif sur des mesures de surveillance par des organismes purement administratifs. Ça a été le cas pour les données de connexion de 2006 à 2015. Pour les données de connexion, il s'agissait d'une personnalité qualifiée dans l'orbite jusqu'en 2015 du ministère de l'Intérieur, puis à partir du 1er janvier 2015, ça a été dit tout à l'heure par Francis Delon, auprès du Premier ministre, mais d'une personne qui était parfaitement dépendante de sa hiérarchie administrative. Dans le premier cas que j'évoquais, cette personnalité qualifiée, c'était 3 commissaires de police détachés qui travaillaient au sein du ministère de l'Intérieur à filtrer les demandes relatives aux données de connexion. On voit assez bien que tout ça n'est pas extrêmement satisfaisant. Alors, la deuxième hypothèse, après le contrôle par l'exécutif, c'est le contrôle par le judiciaire.
Alors ça peut être très bien développé par le juge soit de droit commun, c'est le cas de nos amis suisses pour lesquels toutes les demandes, notamment d'interception, transitent par le tribunal administratif fédéral, ou c'est le cas d'un juge spécialisé, comme c'est le cas beaucoup dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre. Il y a une Intelligence Surveillance Court qui donne son autorisation préalable à toutes les mesures de cette nature. La troisième hypothèse, c'est celle d'un contrôle parlementaire. La plupart des États démocratiques ont développé des commissions parlementaires, souvent spécialisées, soit en matière de police en général, soit en matière de sécurité, soit même quelquefois en matière de renseignement. C'est le cas des États-Unis, par exemple. On sait bien l'importance de la commission du Congrès sur ce point. Et c'est le cas aussi de la France, où depuis, comme il a été rappelé tout à l'heure, depuis 2007, il y a une délégation parlementaire au renseignement. C'est d'autant plus intéressant que cette commission, ou ces commissions générales, sont bipartisanes, ou plutôt rassemblent à la fois majorité et opposition. Dernière hypothèse, c'est celle d'un contrôle d'une autorité indépendante, c'est-à-dire d'une autorité distincte de l'exécutif. Tel est le cas de l'Allemagne fédérale, où il y a une commission qui s'appelle la commission G10, qui tire son appellation de l'article de la loi fondamentale de ce pays qui régule le secret des correspondances. Et cette commission, par conséquent, non seulement contrôle tout ce qui est instruction ministérielle, etc., politique en la matière, mais contrôle aussi les données recueillies par les services de renseignement, etc. Et c'est aussi l'exemple du système néerlandais ou du système italien. En France, il faut remarquer qu'on a un contrôle de ce type, mais un peu subdivisé, avec d'un côté... la protection des données relève de deux autorités indépendantes en réalité. Vous avez d'un côté la CNIL et la protection qui s'attache à celle des fichiers, et de l'autre la CNCTR actuelle, dont on nous a rappelé tout à l'heure la genèse. Moi, qu'est-ce qu'il faut penser de ces différentes modalités? Et je vais conclure sur ce point. Alors, ce n'est pas diminuer le mérite des gens qui ont travaillé sur ce point que de dire que le contrôle de l'exécutif est plombé d'emblée. L'exécutif est à la fois juge et partie des mesures de contrôle lorsqu'il s'avise de dire que c'est lui qui va autoriser telle approche des données de connexion ou non. Donc je crois qu'il faut renoncer à cette hypothèse. Et naturellement, comme il a été abondamment dit ce matin, ça heurterait tous les principes conventionnels en vigueur. Il faut, je crois, aussi écarter le contrôle parlementaire, car la nature du contrôle parlementaire, ce n'est pas la nature de vérifier chacune des mesures de surveillance ordonnée, c'est de vérifier, alors en dehors des aspects budgétaires que j'ai laissés de côté, c'est de vérifier quelles sont les directives politiques qui s'appliquent à ces organismes, à ces services de renseignement. Donc je crois que c'est d'une nature un peu différente. J'ajoute à titre personnel, expérience faite, que quand on regarde du côté du Parlement, la question du secret est un peu difficile à faire respecter, mais c'est une parenthèse personnelle. Alors le contrôle judiciaire, lui, a priori beaucoup d'avantages, parce qu'il est une garantie d'indépendance, cette indépendance étant elle-même fondée dans des principes le plus souvent constitutionnels. Ceci étant, moi je ferai trois observations sur ce point. C'est que, d'une part, c'est souvent un juge spécialisé, et le juge spécialisé, il peut perdre de vue un peu plutôt sa qualité de juge voilà. Et donc, au fond, le juge spécialisé se rapproche d'assez près du contrôle par un expert indépendant. La deuxième remarque, c'est que le juge, et pour moi c'est assez fondamental, ne risque de s'occuper de ce que la loi lui a reconnu comme compétence. Autrement dit, le propre d'une autorité indépendante, c'est de s'intéresser à toute l'action des services de renseignement, si du moins cette commission est bien conçue. Le rôle du juge, lui, il est borné par ses compétences. Si, par exemple, on demande au juge pénal de contrôler l'activité des services de renseignement, il ne se reconnaîtra compétent que s'il estime qu'il y a une constitution d'infraction pénale dans le comportement de ces services. Et donc, on risque, en voulant donner des garanties d'indépendance, de restreindre en réalité le champ d'intervention de ces personnes. Et enfin,
si le juge est saisi, il ne peut l'être que de litiges individuels sans avoir de vue d'ensemble sur le comportement de ces services. Alors vous l'avez compris, moi je pense que le pari d'une autorité indépendante, pourvu qu'elle présente des garanties conventionnelles, constitutionnelles et légales solides, est pour moi quelque chose d'intéressant en ce qu'il permet de saisir à la fois tout le champ de l'action des services et en même temps chacune des décisions prises par ces services. Pourvu qu'il assure ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Tous les contrôles de la Terre, si parfaits soient-ils, ne suffiront pas. Il faut évidemment associer dans ces contrôles, autant que faire se peut, chacun jouant son rôle, naturellement, l'opinion publique, les ONG spécialisées, etc. etc. Donc je crois qu'aucun contrôle n'est parfait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ampleur des mesures de surveillance, et je commence par quoi j'ai commencé, je finis par quoi j'ai commencé, l'ampleur des mesures de surveillance aujourd'hui, par l'État et par des organismes privés, implique la nécessité de contrôles renforcés.